Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Dans l'actualité ce mercredi, la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique, un sommet de haut niveau qui a réuni les acteurs clés du secteur, dont des chefs d'État. Une crue inhabituelle du fleuve Sassandra a plongé la région de la Nawa dans la détresse. Les inondations ont fait plusieurs victimes et submergé des villages entiers. Ce sont des centaines de personnes ainsi que des dizaines de plantations qui sont sous les eaux. Nous irons à Soubré dans ce journal. Et puis des inondations beaucoup plus dévastatrices ont lieu au Mali depuis le mois d'août. Le bilan officiel fait état d'au moins 76 morts et 260 000 personnes sinistrées. La rentrée des classes a de nouveau été repoussée au 4 novembre. Et pour commencer cette édition, l'Assemblée nationale s'est réunie en séance plénière ce mercredi. Le président de la commission électorale indépendante a pris part à cette session. Ibrahim Kuibiar Koulibaly est allé donner aux députés les bonnes informations relatives au processus de révision de la liste électorale. Il s'est aussi soumis aux questions des présidents des groupes parlementaires, les rassurant de ce que le délai imparti pour la révision de la liste électorale est parfait. Je vous propose de l'écouter. La commission électorale ouvre ses guichets dans 12 000 bureaux d'enrôlement. Et chaque guichet peut enrôler au minimum 50 personnes. Et quand vous enrôlez 50 personnes en 23 jours, c'est 13 millions de personnes que vous avez. Or, aujourd'hui, nous avons à rechercher 4 500 000 personnes. Vous voyez, on va au-delà. On va au-delà de nos attentes. Si nous enrôlons 50 personnes par guichet, calculez vous-même, 50 personnes par guichet, pendant 23 jours, on enrôle 13 millions de personnes. Or, on n'a que 4 500 000 à le couvrir. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Venez, continuons, c'est petit, le délai est court, c'est vrai, le délai peut être court, commençons. Vous voyez, vous connaissez bien nos parents. Plus c'est long, moins ils se pressent à venir dans nos guichets. C'est toujours au dernier moment qu'on vient payer ses factures. Vous croyez que ça a changé au niveau de l'enrôlement, ce sont les mêmes pratiques qu'ils adoptent. Donc nous attendons. S'il y a de l'engouement, nous allons aller encore plus. Abidjan accueille ce 9 et 10 octobre la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique. Il est organisé par l'Association internationale de développement. Ce sommet, vous le verrez, de haut niveau d'ailleurs, a pour but de soutenir les ressources du continent et accélérer le développement durable. Le reportage de Nadia Ija et Eric Kimou. Décideurs politiques, institutions financières internationales, acteurs du développement se sont donné rendez-vous sur les bords de la lagune Ébrié à l'ouverture de l'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique. Un événement qui se tient autour du thème « Mettre fin à la pauvreté sur une planète viable, avoir un impact avec urgence et ambition ». L'ambition, elle est connue, mobiliser au moins 120 milliards de dollars pour soutenir le développement des pays les plus pauvres, dont une grande partie sont en Afrique. Il s'agit également de renforcer l'investissement privé sur le continent, dans les infrastructures économiques et sociales, en vue d'accélérer l'atteinte des objectifs de développement durable. Cette 21e reconstitution des ressources de l'IDA à Abidjan fait suite à celle tenue en avril dernier à Nairobi, au Kenya. Durant 2 jours, les acteurs du financement du développement vont donc plancher sur des questions telles que les priorités de financement de développement, plaider pour un financement adéquat permettant de relever les défis et favoriser les investissements privés sur le continent. Une délégation du Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption séjourne en Côte d'Ivoire. La mission est conduite par la présidente Seynabou Ndiaye Diakhaté au programme de leurs activités sur les bords de la lagune Ébrié. Une visite au Conseil supérieur de la magistrature ce mercredi même. La délégation de l'Union africaine a salué les efforts de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la corruption. C'est ce que nous montrent Salif Yalekoué et Joseph Zekré. D'une mission d'évaluation physique du Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption en Côte d'Ivoire, la présidente du dit conseil, Seynabou Ndiaye Diakhaté, a échangé avec le Conseil supérieur de la magistrature, représenté par son secrétaire général, Siaka Kamara. Au terme de cet échange, la chef de la délégation s'est félicitée des efforts fournis par la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre la corruption. Vous savez, en 2003, en juillet 2003,
l'Union africaine a adopté une convention, c'est la convention de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre la corruption. Cette convention prévoit un mécanisme de suivi de l'application de la convention par les États signataires. Donc c'est ce conseil-là qui aujourd'hui se déplace les membres du conseil à Abidjan pour évaluer le niveau de mise en œuvre des dispositions de la convention par l'État de Côte d'Ivoire. Si on devrait donner une note, mais on ne donne pas de note, mais si on devrait en donner, je pense que la Côte d'Ivoire aurait une très très bonne note. Chose avance. Oui. Le cadre juridique est là, le cadre institutionnel est mis en place, mais vous savez, entre la mise en place d'un cadre et l'effectivité de ce cadre, il peut y avoir un gap. Donc on est là pour faire des recommandations aussi à l'État de Côte d'Ivoire pour échanger les bonnes pratiques. Et parmi les bonnes pratiques, nous avons remarqué l'existence d'un conseil supérieur dans lequel l'exécutif ne siège pas. La dite mission a pour objet d'évaluer l'état de la mise en œuvre par la Côte d'Ivoire de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, signée en 2012. Le Conseil consultatif de l'Union africaine contre la corruption a pour mission de renforcer la lutte contre la corruption sur le continent. C'est le pied dans l'eau que la population de Soubré se réveille depuis 5 jours. Le fleuve Sassandra connaît une crue inhabituelle qui a des conséquences graves. Plusieurs villages sont inondés, des dizaines de plantations envahies par les eaux et des populations obligées d'abandonner leurs habitations. Le préfet de région a instauré un comité de crise pour organiser les secours. Le triste récit de Pierre Dipomélin. Les réunions de crise se multiplient à Soubré après la crue qui a inondé plusieurs habitations et plantations. Difficile d'évaluer les dégâts, mais les victimes sont nombreuses. Ici, c'est un opérateur économique qui est dans le loisir. Il fait le triste constat de ces installations envahies par les eaux. Donc on est obligé de sauver d'abord nos vies, se mettre à l'abri et puis regarder l'eau remplir le secteur. Une tristesse de voir un tel investissement se dégrader comme ça de la sorte. Cette dame encore sous le choc a réussi à sauver ses enfants de la montée subite des eaux. Donc j'ai pu faire sauver mes enfants. On est monté dans pirogue pour traverser. Je traversais avec mes enfants. Actuellement où nous sommes dehors. Je suis dehors avec mes enfants. Mes enfants ne peuvent plus partir à l'école à cause de l'eau. À mon âge, j'ai des enfants qui vont à l'école. Mon petit argent que j'ai gardé, l'argent est parti. Comment je vais pour mettre mes enfants à l'école encore? Ou je suis arrêté là même. C'est le peu que les gens, j'ai demandé pour venir voir comment est mes enfants. Moi, mais j'avais peur. Je dis non, peut-être que lui a tué mes enfants. Et Dieu merci, je suis venu trouver mes enfants, mais tous mes biens sont partis. Les autorités administratives et politiques pensent à soulager les victimes de cette catastrophe naturelle avec la distribution de vivres et non-vivres. Mais elles rassurent que ces inondations n'ont aucun lien avec le barrage qui est toujours fonctionnel. Nous venons de finir une réunion, c'est pour voir comment aborder cette crise, comment soulager nos populations qui sont en état de détresse. Pour le moment, nous n'avons pas de normes exactes. Nous cherchons à consolider nos informations, mais nous avons plusieurs campements qui sont inondés. Venir en aide aux populations sinistrées. Donc c'est les premières mesures qu'on a eu à prendre. Le comité de crise va gérer la situation et va coordonner toutes les actions pour qu'on puisse circonscrire dans la mesure du possible ce sinistre-là. Ces inondations ont été aussi signalées dans plusieurs régions du pays, notamment à Kafolo, Bloleka, mais aussi dans plusieurs pays d'Afrique, tels que le Nigeria, le Niger et le Burkina Faso. C'est tout autre chose qui inquiète à Agnébi-le-Crou, dans l'indénié Djouablin. La ville est le cœur de la production avicole de notre pays, produisant à elle seule plus de 10 milliards de francs CFA sur les 502 milliards qu'offre cette filière au plan national. Les éleveurs de poulets du département contribuent à dynamiser le secteur et atteindre l'autosuffisance sans volaille. Et pourtant, depuis quelques mois, ces opérateurs économiques, vous le verrez, font face à la pénurie du maïs, une situation qui a conduit à la flambée du prix de ce principal intrant dans la fabrication d'aliments de poulet. Les pertes sont donc considérables pour les producteurs. Et justement, comment vivent-ils la situation? Les explications de Nadia Idja et Eric Kimou. Dans son unité de fabrication d'aliments destinée à sa production de volailles, Moussa a en stock
10 tonnes de maïs sec, une quantité insuffisante pour nourrir à long terme ces sujets sur ces 3 fermes. Ça fait 3 jours de consommation. 3 jours de consommation et puis c'est fini. Ouais. Pourtant, cet aviculteur n'a d'autre choix que de se contenter de ce stock en attendant un réapprovisionnement. On a cherché, c'est en train de venir. Voilà, c'est en train de venir, on n'a pas encore constitué le stock. Le maïs sec, principal intrant de la nourriture pour poulets, est devenu une denrée rare à Agny-Bilécro. Le maïs représente 60 à 65% pour les pondeuses dans la formulation d'une tonne d'aliments et pratiquement 70% pour les poulets de chair. On n'en trouve même pas pour payer, que de problèmes. Chez cet aviculteur, la situation est tout aussi critique. La pénurie du maïs qui a fait grimper le prix du kilogramme de cette céréale de 310 contre 180 francs, 7 mois plus tôt, cause d'énormes pertes. On payait 50 tonnes à 8 millions. Aujourd'hui, on paye 14 millions à 50 tonnes. Ça ne fait pas beaucoup d'argent. Quand c'est comme ça, il faut travailler pour se maintenir. Ce n'est pas pour avancer. Aujourd'hui, toute la ville est sous le choc et c'est inquiétant. Malgré cette crise, les aviculteurs ne peuvent substituer le maïs par aucun autre aliment, ni réduire la ration des bêtes, dans un souci d'économie. En matière de maïs, il n'y a pas de solution. Le poulet, on ne peut pas réduire sa nourriture. On ne peut pas. Quand tu réduis sa nourriture, vous perdez les œufs. Le maïs frais qui vient aujourd'hui, les poulets ne sont pas en mesure de manger le maïs frais. Donc ça veut dire, comme la sève maïs c'est fini, le maïs frais là, si tu leur donnes, elles vont tomber malades. Mais s'il y a trop de problèmes, on est obligé de donner pour pouvoir maintenir un peu les poules là. En plus de ces difficultés communes, les producteurs de poulets de chair doivent quant à eux se confronter au mauvais paiement des grossistes revendeurs. Les chairs, ils mangent. Donc quand ils arrivent, 38 jours, 40 jours, qu'on n'évacue pas, on paie. Mais souvent aussi, notre grossiste qui sont à Abidjan, tu vas prendre un poulet de 2 000, 3 000 pour aller dans un individu à Abidjan, bon, 101 centimes, puis tu es là, après il va te tourner en rond. Ils ne donnent pas les cash quand on arrive. Ils se disent qu'ils vont livrer avant de nous restituer notre argent. Une mauvaise commercialisation qui menace la conduite de leur activité économique. En 2020, voilà, on a commencé à 9 000. Mais à force de ne pas payer régulièrement, au fur et à mesure, on diminue pour ne pas rester comme ça, puisqu'on doit survivre. J'ai commencé à 9 000, aujourd'hui aussi à 4 000. Donc j'ai beaucoup de collègues fermiers aussi qui sont dans le même cas. Face à la situation, les aviculteurs d'Agny-Bilécro appellent à un appui de l'État, tant pour la construction d'un abattoir moderne que pour l'installation et l'accompagnement des jeunes dans la culture du maïs. On dit qu'il n'y a pas de travail, mais moi je dis qu'il y a travail parce que Agny-Bilécro seul peut consommer, si je n'exagère pas, peut-être 10 à 12 remorques de maïs par jour. Voilà. Et donc si c'est le cas, ça veut dire que si on produit suffisamment de maïs, Agny-Bilécro peut consommer. Et donc, juste, je demande à l'État d'installer les jeunes. On installe les jeunes, hein, ils vont avoir des clients pour acheter leur maïs. Et je pense qu'au-delà de tout ça, c'est la richesse du pays. Des attentes qui contribueront à renforcer les activités avicoles dans cette zone, qui représente le cœur de la production de volailles, et atteindre les ambitions de l'interprofession Ipravi, de booster l'offre locale à 6,2 kg par habitant, contre 3,62 kg à ce jour. Restons en région, cette fois dans la Mai, pour découvrir le nouveau visage de la mairie d'Adzopé. Après plusieurs mois de travaux de réhabilitation, elle peut enfin rouvrir ses portes aux populations. L'établissement entièrement rénové a été inauguré hier mardi par Florence Sachi, maire de la commune. C'est ce que nous montre Pierre Dipomélin. Coupure de ruban et dévoilement de la plaque de l'hôtel communal, entièrement rénové, en présence de l'ancien ministre Patrick Hachi, président du conseil régional de la Mai. Florence Hachi, maire d'Adzopé, et son conseil municipal pourront travailler dans de meilleures conditions après plusieurs mois de travaux de réhabilitation. C'est un établissement flambant neuf que les populations ont découvert. Ces nouvelles commodités vont renforcer la qualité de service, a indiqué la maire d'Adzopé. Cette réouverture symbolise bien plus qu'un simple retour aux services municipaux. C'est un élan pour l'avenir.
un engagement vers l'amélioration continue de notre cadre de vie et une volonté de moderniser nos approches pour mieux vous servir. Cette mairie rénovée répond à des standards modernes, des infrastructures adaptées à l'ensemble des citoyens, des espaces optimisés pour un accueil plus fluide, surtout une accessibilité améliorée pour tous. Le directeur général de la décentralisation et du développement local, représentant le ministre de l'Intérieur, a salué le courage de Florence Hachi à la tête de la mairie et invité les populations à soutenir les actions de développement en cours dans la commune. Malgré la situation économique difficile, elle a réussi en si peu de temps à rénover complètement le bâtiment qui abrite la mairie. Je voudrais donc demander à Madame Hachi de persévérer. Le ministre est très fier de vous. Cette cérémonie a été l'occasion de doter la police municipale de 2 véhicules de type 4x4 ainsi qu'une remise d'articles aux élèves pour la rentrée scolaire. Et puis, cet autre constat dans cette édition, les taxis-compteurs sont-ils en train de disparaître? La réponse est évidente, tant les Ivoiriens n'utilisent presque plus le compteur. Ils préfèrent négocier directement le tarif du trajet avec le chauffeur et depuis quelques années, commander un VTC à partir d'une application. C'est un reportage signé Faltia Koulibaly. Le compteur, cet appareil supposé garantir la transparence dans les taxis, est aujourd'hui quasiment abandonné et disparaît de nos habitudes. De plus en plus, les usagers préfèrent négocier directement avec le chauffeur en vue de tomber d'accord sur le tarif à appliquer. Une situation bien souvent à l'avantage des passagers. Je sais que le taxi-compteur existe. À cause des embouteillages, je préfère négocier parce que le compteur double. Donc ça augmente le tarif du compteur. Donc à la raison pour laquelle je préfère négocier. À l'ère des VTC, où on peut commander un taxi à partir d'une application, certains ignorent l'existence des taxis-compteurs dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Pour ce qui est du compteur en marche, je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas qu'on devait exiger de mettre les compteurs en marche pour pouvoir faire notre course. Donc je peux dire que c'est la première fois que j'entends parler de ça parce que je n'ai pas l'habitude en fait d'entendre parler. Devenu par la force des choses un article de décoration, le compteur est désormais rangé, voire en voie de disparition. Une situation pas du tout profitable aux conducteurs. Au début, on utilisait le compteur. Mais à un moment, si le client demande arrangement, on marche sur les ordres du client. Peut-être que c'est les clients qui nous font. S'il n'y a pas plus de client, il n'y a pas gagné l'argent pour manger. Ah, tu fais pardon, arrangement. D'accord. Et puis, bizarrement, ceux qui demandent le compteur, là, ils ne vont pas loin. Là, ça va coûter moins 300, même 200 et quelques. Et puis, il faut donner la monnaie. Afin que le compteur puisse jouer son rôle, rentabiliser les courses, Yannick, conducteur de taxi, propose des solutions à l'endroit de l'État ivoirien. Bon, tu peux passer une année sans que quelqu'un ne demande le compteur. Normalement, c'est le compteur qui sera plus rentable pour nous, les chauffeurs. Mais puisque les clients étaient déjà habitués à ce système depuis bien avant, donc on est obligé de trucs. Sinon, c'est le compteur qui sera plus rentable pour nous. Si on pouvait faire une sensibilisation pour que tout le monde s'adapte au compteur, ça va nous arranger plus. Alors que le taxi-compteur représentait jadis un symbole de régulation et de fiabilité tarifaire, il est aujourd'hui devenu caduc. Un constat qui se justifie par la grande vulgarisation des services de VTC qui paraissent plus modernes et offrent des tarifs clairs, directement consultables sur une application, ce qui séduit de plus en plus d'Abidjanais à la recherche de sécurité et de transparence. Dans l'actualité hors de nos frontières, les élèves maliens devront attendre encore jusqu'au 4 novembre avant de regagner le chemin de l'école. Les inondations qui ont lieu dans le pays depuis le mois d'août se poursuivent. Le bilan officiel fait état d'au moins 76 morts et 260 000 personnes sinistrées. Le récit de Cheikh Raïs Ouedraogo. Les Bamakois se sont réveillés les pieds dans l'eau après de fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale malienne, mais aussi plusieurs villes du pays. Même les quartiers huppés en général épargnés par ce genre de catastrophe n'ont pas été épargnés. Les flaques d'eau ont envahi cette école primaire, détruisant documents et matériel didactique. Initialement prévue pour le 1er octobre, la rentrée scolaire a été reportée in extremis au 4 novembre. Il y a eu tellement de dégâts que l'eau a cassé le mur.
Le mur est cassé. Ensuite, les classes ont été remplies de plus de 15 salles. Et ce n'est pas tout. Les directions ont été inondées. Parce que l'eau est montée jusqu'à 1 mètre dans les directions. Donc les papiers ont été mouillés. Les populations des quartiers modestes ont payé le plus lourd avec des maisons à moitié englouties. Selon les experts, cela fait à peu près 50 ans que le Mali n'avait pas connu une telle crue. Nous avons besoin d'un certain niveau de crue pour pouvoir pêcher, et aujourd'hui ce niveau est dépassé. En conséquence, on ne peut plus pêcher. Les maisons n'ont pas été épargnées, sans parler des cuisines des femmes. Il est impossible de naviguer entre les rues. Nous sommes tous montés vers le rivage. Pire, auparavant on se rendait vers les salles de classe. Mais cette année, cela coïncide avec la reprise des cours. Et il est impossible d'aller dans les écoles. Certains ont les moyens et ont cherché des maisons. D'autres n'ont pas eu cette chance. Ils sont donc restés ici, avec leurs affaires dans des sachets et des couvertures de sachets. Les rues inondées de la capitale ont drastiquement ralenti la mobilité. Je n'ai pas paniqué. J'ai éteint la voiture et j'ai manœuvré depuis l'intérieur pour éviter plus d'obstacles et ne pas causer davantage de dégâts aux maisons des voisins. L'eau m'a emporté sur une distance d'environ 1,8 km. La voiture a été arrêtée par un autre pont, du même type. À ce moment-là, j'ai cassé la vitre et je me suis agrippé à ce pont pour sortir. Les inondations ont fait 75 morts et 148 blessés depuis le début de la saison des pluies. Plus de 250 personnes sont sinistrées, selon la dernière réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Le dernier bilan fait état de 128 écoles occupées par des sinistrés et environ 400 autres inondées ou gravement endommagées à travers le pays. Et c'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Retour de l'information à 12h50 ce jeudi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.